on the African currency. We have the figures about capital flight from Africa. We did not go into this in this lecture because we've been discussing this throughout this institute. $1 trillion have been lost from Africa because Africans are being mobilized to keep their reserves in the euro and the US dollar. And in the struggle between the euro and the US dollar, the Europeans have created something called the CFA that was created by France that is now linked to the euro so that the Europeans can compete with the Americans in terms of the present currency wars. We need to engage the discussion on the timetable for an African currency to unite the resources of Africa so that the peoples of Africa can use the resources to invest in Africa. And lastly, we're not talking about ending warfare in Africa just to bring peace. We want peace so that we can embark on the reconstruction of Africa. The reconstruction of Africa requires that the resources of Africa and the African peoples are used to invest in building up the productive capabilities of Africa so that Africa can end its state of exploitation, domination, and manipulation. I believe that in this present financial crisis that we are operating in, that intellectuals, activists, and those who are concerned about the future of the world need to engage with questions of peace so that Africa can make decisions about Africa for the Africans at home and abroad. Thank you very much. Professor Campbell, thank you very much for telling a very complex story in a very simple manner, in such a way that all of us can understand it. Now, if you are served with wonderful, wonderful dish, you don't want to interrupt the momentum. You want to allow the food to settle in your stomach and digest it. And while we are doing that, I will invite the colleagues in the order I have them in the program here to react to the talk by Professor Campbell. Over to you, Dr. Ndongo. You allowed 10 minutes so that we have discussion, strictly 10 minutes. I've got a bell here and a red card. Okay. Merci beaucoup. Je remercie le Codestria et les organisateurs de m'avoir invité à cette table ronde qui porte sur un sujet important. Je remercie et félicite aussi le professeur Campbell pour son exposé qui est très profond et rempli d'enseignements. Je vais commencer un peu ma discussion par une citation que j'aime bien répéter souvent. C'est une citation qui vient de Thucydide, qui est un historien de la Grèce antique et qui est l'auteur du fameux livre La guerre du Péloponnèse. Thucydide disait « Le fort fait ce qu'il doit faire et le faible subit ce qu'il doit subir ». Je pense que c'est une maxime qui est généralement vraie, qu'on observe. Seulement, généralement, j'y ajoute que, en tant qu'intellectuel, notre devoir est de faire en sorte que les faibles n'aient pas à subir ce qu'ils doivent subir. Et je pense que cela a été la démarche du professeur Campbell, qui a essayé, à travers le cas de la Libye, de nous montrer en fait les enjeux actuels auxquels notre continent est confronté. Et aussi de nous rappeler
comme il a fait à plusieurs reprises dans son exposé, la responsabilité des intellectuels par rapport à ce qui se passe et par rapport aussi à l'idéal panafricaniste qui nous unit tous. Et donc, parmi les leçons que je retiens de l'exposé du professeur Campbell, c'est que toutes les guerres modernes, disons, contre les peuples faibles commencent par une campagne de désinformation. Et donc, cette campagne de désinformation, généralement, sert à préparer les opinions publiques occidentales à accepter les guerres que l'OTAN et d'autres mènent contre nos peuples. Et de cette manière qu'on a pu justifier un certain nombre de génocides. La Libye, on sait que l'intervention a été menée sur la base d'une campagne mensongère et on a même vu que certaines images de manifestations ont été tournées au Qatar dans des studios. Et donc, pour dire que cette désinformation, elle est capitale. Elle pose la question de savoir dans quelle mesure les Africains, les peuples africains, les États africains peuvent avoir accès à des médias fiables qui racontent l'information telle qu'elle est. Le modèle en fait de médias qu'on peut avoir dans des pays d'Amérique latine, par exemple, comme au Venezuela. Parce que, en fait, souvent ces interventions ont des aspects génocidaires. Si je prends le cas de la première intervention américaine dans le Golfe, la guerre contre l'Irak, il y a une question qui avait été posée aux Nations Unies à l'ambassadrice des Nations Unies, Madeleine Albright. Et la question lui a été posée de savoir est-ce que le fait qu'il y ait eu 500 000 enfants de morts n'est pas choquant pour la conscience des Américains? Est-ce que ça en valait le coup? Et Madeleine Albright, qui est une femme, elle a dit oui, ça en valait le coup. Donc ça montre l'idéologie génocidaire. Et ça passe dans les opinions publiques. Pourquoi? Parce que l'opinion a été sensibilisée auparavant. Et c'est la même chose aussi dans le cas de la guerre contre la Libye. Hillary Clinton a une formule horrible en disant we came, we saw, he died. On est venu, on a observé ce qui s'est passé et il est mort. C'est comme ça qu'elle a dit et elle a jubilé. Et c'est une femme. Et donc, pour vous dire que la guerre sur l'information, elle est très importante. Et donc, comme le professeur l'a dit, nous ne devons pas accepter les justifications qui sont données aux interventions militaires occidentales dans notre continent. Le professeur aussi a parlé de la nécessité de démilitariser notre continent. Et ça, je suis entièrement d'accord. Il a également parlé de la nécessité de discuter plus amplement sur la question de la monnaie continentale africaine. Et c'est là véritablement que j'aimerais plus me focaliser. Le professeur a dit que généralement on ne parle pas beaucoup de cette question monétaire en Afrique. Et il me semble que c'est sûr que de par le passé, il n'y avait pas beaucoup de discussions, en tout cas dans le débat public sur les questions monétaires. Mais en Afrique de l'Ouest, et dans une certaine partie de l'Afrique centrale, il y a toujours eu ces débats-là depuis la période des indépendances. Parce que nous, par exemple, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale francophone, nous sommes les deux seules zones monétaires à être liées de manière néocoloniale à la France. Et donc cette discussion, elle a toujours été là. Elle a souvent aussi été réprimée par les chefs d'État, par la France, et ça continue jusqu'à présent. Mais cette discussion a toujours eu lieu. Parce que pour nous, il est important de nous émanciper de la tutelle coloniale française, sur le plan monétaire, et aussi sur le plan militaire. Et donc, pour dire que cette question de la monnaie continentale africaine, et également de la monnaie commune au niveau régional, au niveau de la CEDEAO, une question doctrinale, c'est juste peut-être un détail technique. Nous sommes pour l'unité de l'Afrique, mais comment servir l'unité de l'Afrique? Par exemple, moi, je ne suis pas
autant je suis très critique du franc CFA, je souhaite son abolition méthodique, autant je suis critique des projets en cours d'unité monétaire, par exemple. Parce que le danger que j'appréhende, c'est qu'on sorte de formes de domination néocoloniale et qu'on aille à des formes de domination oligarchique. C'est-à-dire que ce n'est plus le colon qui domine, mais c'est une classe qui domine une autre. Comme on le voit par exemple au niveau de l'Union européenne, où la gestion monétaire est, disons, sacrifiée pour les intérêts en fait, du capital financier. Ça, c'est un risque. Et lorsqu'on voit toute la discussion sur les critères de convergence, on voit que c'est des discussions en fait, qui reprennent les critères de ce capital financier-là. Et pour moi, qui suis un critique du franc CFA, c'est une source d'inquiétude. Une autre source d'inquiétude, c'est que d'ici disons, la fin de ce siècle, en raison de la croissance démographique qu'on anticipe, on sera à 4 milliards d'Africains. Est-ce qu'il est réaliste de penser qu'une seule monnaie africaine puisse permettre aux Africains de vivre mieux? Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas penser à des systèmes où il y aurait des blocs d'intégration monétaire régionaux et qui seraient coiffés à leur tête en fait, par des structures plus centralisées, genre une banque centrale africaine, mais qui gérerait un ensemble de blocs monétaires? Ce n'est pas que j'ai la réponse ou que ce soit mon modèle préféré, mais je me dis, est-ce que sous le prétexte de l'unité, on doit sacrifier la diversité? Parce que l'outil monétaire est souvent lié à l'outil fiscal. Et se dire qu'on va priver ces deux à 4 milliards de personnes et laisser ça à un groupe restreint, est-ce que cela aussi participe en fait de la construction de l'unité telle que nous la voulons? Nous voulons l'unité pour la paix, pour la justice, pour que les Africains vivent mieux. Mais est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas, en nous disant que nous sommes panafricanistes, nous voulons aller vers l'unité, en fait, ouvrir, disons, un espace pour dire que les solutions pour aller vers l'unité ne sont pas données et qu'il faudrait peut-être réfléchir. En tout cas, sur le plan monétaire, moi je pense qu'il y a encore des discussions à mener sur la nécessité ou la désirabilité d'une monnaie unique continentale. Et là, l'autre chose, c'est par rapport aussi à la question plus générale de l'intégration africaine. On voit que dans certains secteurs, c'est très avancé. Par exemple, si on prend le projet de la zone de libre-échange continentale, l'ambition des chefs d'État africains, c'est de dire qu'en 2017, on termine ça. On termine le projet et puis on met en place la zone de libre-échange rapidement. Et donc, pourquoi sur ce volet, il y a autant d'avancées, il y a autant de volonté politique, et sur d'autres secteurs, comme la monnaie, comme par exemple le fait de démilitariser l'Afrique, il n'y a pas autant de progrès. Ce que ça montre, c'est qu'il y a une forme de panafricanisme aussi qui ne sert pas les Africains, mais qui est à l'instigation du capital financier. Et lorsqu'on parle par exemple de la zone de libre-échange continentale, mais elle est portée, disons, par l'Union européenne, par l'OMC et par les autres. Et nos chefs d'État sont très actifs là-dessus. Est-ce qu'on veut ce type d'intégration panafricaniste? Donc, à un moment donné, la question qu'on se pose, mais c'est quelle intégration africaine? Pour qui? Et si on voit l'activisme, l'ardeur avec lesquels nos chefs d'État et parfois les institutions communautaires africaines se mobilisent pour faire avancer ces projets, il y a quand même voilà, des réelles sources d'inquiétude. Et donc, moi, la question que je pose de manière plus générale, c'est que nous devons récupérer notre souveraineté. Mais nous devons aussi, surtout, nous battre pour une souveraineté démocratique. C'est-à-dire qu'une souveraineté qui respecte les processus démocratiques. Et lorsque je dis démocratie, je n'entends pas la démocratie telle qu'elle est entendue par l'Occident, tout ça, mais qui soit au service des aspirations populaires. Et donc, dans quelle mesure on peut avoir une souveraineté qui, justement, engrange ces acquis démocratiques pour nos populations. Et donc, tout en me réjouissant vraiment de la présentation du professeur, moi, c'est ça que je demande. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On voit qu'il y a beaucoup de limites au niveau de nos systèmes politiques, il y a beaucoup de limites au niveau de nos institutions chargées de conduire le projet panafricain. Qu'est-ce qu'on fait? Comment faire pour mobiliser, disons, les populations africaines pour ce projet-là? Comment on fait aussi
pour faire face aux nombreuses contraintes. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que, moi, c'est mon hypothèse, c'est que ceux qui veulent dominer l'Afrique ont beaucoup de points d'entrée. Par exemple, si à l'OMC ça ne marche pas, ils ont les accords bilatéraux d'investissement. Si les accords bilatéraux d'investissement ne marchent pas, c'est la Banque mondiale qui vient vous dire il faut ouvrir vos économies, comme ça le capital va venir et vous allez vous développer. Donc il y a beaucoup de points d'entrée pour attaquer nos pays. Mais malheureusement, souvent, ceux qui nous dirigent sont juste focalisés sur les batailles les plus insignifiantes, comme par exemple les élections, ce genre de choses. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais souvent, ça fait qu'en fait, on ne voit pas l'essentiel. On ne voit pas tout le spectre de la domination et tous les points sur lesquels notre continent est faible. Et donc, moi, c'est sur ces aspects-là que je souhaite interpeller le professeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Ndongo. We now proceed to the second respondent, Professor Vutsi Gumet. Thanks, Program Director, and thanks to CODESRIA and to Professor Campbell, who's leading us in the Institute since last week. So I'm going to talk about what I think is missing in the intelligentsia in Africa, what I think is missing amongst the peoples in general, and this is an area that I've been trying to highlight and I've published a few papers around, including a paper that was published here in Africa Development in CODESRIA in 2015. This is what I call 1, thought leadership, number 2, thought liberation, and number 3, critical consciousness. That this trio, as I call it, will take us very far as far as our Pan-African unity and Pan-African agenda is concerned. Thought leadership in a sense that our leaders need to better understand the challenges that we face and why we find ourselves where we are. And in this context, I emphasize history. Professor Campbell has gone into a lot of detail highlighting that. And that without a clear understanding, without a comprehensive understanding of why the African continent is finding itself where it is today, will not be able to go forward. So, of course, the Berlin Conference and the logic around that, which we've already covered in the Institute, and much earlier. And here I also argue that we do need to look at a period in the African continent that Paul Zeleza, Samir Amin, and others have characterized as a pre-mercantilist era, or a period before colonization and colonialism gained a lot of ground, because I argue that maybe there are lessons we can distill from that, at least from the point of view of an approach to Africa's development. Thought liberation in a sense that we need to be decolonized. We need to decolonize our minds. We need to liberate our minds. We need to liberate our thoughts. I go into a lot of detail around this. The challenge of, for instance, of standards that we use to determine what we consider to be good or bad. The standards that we use in deciding whether this is how we should live our lives or how we should conduct ourselves. And such factors. And lastly, critical consciousness, and I'm very brief in all these issues so that there can be enough time for conversation. Critical consciousness, in a sense that we can be alert, we can fully understand and fully appreciate the constraints that we face. And this critical consciousness should help us in the pursuit of the Pan-African agenda or Pan-African unity, in our pursuit of what we consider to be in the interests of Africa, what we consider to be in the interest of Africans wherever they are. And these three, I argue, will also help us to hold our leaders accountable. So we talk a lot and understandably about external influence, why
we have the problems we have, even what happened in Libya, as painful as it is and was, and not talk about what is our own responsibility in the African continent. What is it that we should be doing, in particular mobilizing to hold political leadership accountable, because we do know that there is this leadership deficit, or what others call an ideological deficit in the African continent. And of course, we take the challenge. We take up the challenge that Prof. Campbell has been emphasizing, the role of African intellectuals in raising the issues and debating and talking about these issues and many other points that he has made. I was part of, he alluded to this, I was part of the, and I am part of the Concerned Africans Forum, which we started early in 2011 when we saw what was going to happen in Libya. We mobilized extensively within the continent, wrote to the Secretary General of the UN, to the African Union, and we're clarifying what we thought NATO was up to, what it was going to do, and explaining the responsibility to protect clause, what it really meant, and we were presenting our support for the roadmap of the African Union Commission, and highlighting the implications for the Sahel region should NATO intervene in the manner in which it ended up doing, and what was going to happen to West Africa, and all these problems that we now see across the continent. And we're also emphasizing a very important issue that the professor has spoken to, the issue of military bases in Africa, U.S. military bases in Africa, that this is a challenge, and of course the last speaker has also alluded to this issue of demilitarization in the African continent. So, in short, understanding that the imperialist agenda has intensified, this is my own reading of global affairs, global relations, that as we challenge imperialism, as imperialism becomes weaker, it's gone in a much more offensive approach, and therefore this calls for us. It places a burden or a responsibility on us in the African continent to be more vigilant, as the professor has been highlighting, but also ensure that there are these three components that I argue will take our continent forward. Thought leadership, as I said, thought liberation, and critical consciousness. That without these three, we'll not be able to go far enough. And I also argue that these three components for Africa's development are also important in relation to how we manage our economies. You know, how in the meantime, whilst we fight the global struggle for liberation and the defeat of imperialism, in the meantime, what sort of an approach to development we should be pursuing in the African continent? And here, I go back to this point I made, which others have made, that maybe we need to be looking at how social relations were structured before colonization, and maybe there are things we can learn from that, and we can learn how we manage our economic relations, social relations, and other important factors. So in conclusion, I'm in agreement with the entire lecture. I suppose there isn't really much to question around that. And of course, the common African currency, which anyway others have also been emphasizing. I was telling some of the laureates here that Yash Tandon has actually even proposed the name of this common African currency that he calls NILO. And you can look up the paper actually that he delivered here at Chekada Diop University in, I think, late 2000s. I can't remember the date now. And of course, the challenge around African intellectuals. I do think, though, that, Prof, something for us within the African continent who are here physically in Africa might disagree with this view that you've been presenting, that we're not effectively engaged with the issues.
I get a sense that there are pockets within the African intelligentsia, the intellectuals and activists that are working very hard in the pursuit of the Pan-Africanist agenda. It may very well be that it is not at the scale it should be at. But this African Consensus Forum, for instance, that we started in 2011, has done a lot of work around the continent and highlighting the critical issues that needs to be addressed, and it continues to do the work. So arguably, it is not as bad as it might be said. Okay, I think I'm going to stop here. Thanks. Thank you very much, Professor Gumede. Now we have the last. Continue. Now we have the last respondent. Just a minute. We have the last respondent, which is Professor Salam Fall. Over to you, sir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais remercier le CODESRIA de m'avoir donné l'opportunité de côtoyer. This is complete disrespect. This is the francophone way of derailing a discussion on. Oui, il suggère qu'on stoppe les interventions dans la presse pour que on soit focalisés tous ensemble sur ce qui nous réunit ici. En tout cas, je voudrais remercier le CODESRIA de m'avoir donné l'opportunité pendant 2 semaines de co-animer la session, l'Institut sur la gouvernance avec les 2 collègues, en particulier le professeur Horace. C'est pour moi motivant et stimulant de l'avoir côtoyé, mais c'est aussi très vivifiant parce que d'une certaine manière, cela réhabilite la formation panafricaniste et même marxiste qui a été ma formation durant de nombreuses années, j'allais dire de nombreuses décennies. Je voulais dire au professeur Horace qu'au-delà des récipiendaires qu'il a eus pendant 2 semaines, son intervention ou ses interventions ont eu de l'effet, y compris chez le corps professoral. Je dois dire personnellement, j'avais tendance à diluer dans des termes plus acceptables publiquement certains des concepts, et j'ai même révisé un certain nombre de textes que j'écrivais dans la période pour y introduire le vocabulaire, j'allais dire la grammaire qui correspond le plus au sens que je voudrais donner aux faits que j'analyse. En tout cas, merci pour cela. Merci aussi de nous avoir offert ce livre, ce beau livre que vous avez présenté avec brio, et je voudrais résumer ce que j'en ai compris. C'est un livre très riche, particulièrement argumenté. Il insiste dans un premier temps sur le rôle des puissances occidentales, notamment de l'OTAN, dans la manière dont, évidemment, la Libye s'est retrouvée, disons, déstructurée, démantelée. Il explique que le Wall Street a financé des think tanks qui ont appelé à une guerre en Libye. Mais il mentionne que les autorités américaines n'étaient pas tous d'accord sur le bombardement de la Libye, car ils voulaient éviter les erreurs comme celles qui ont été commises en Irak ou en Afghanistan. Mais après avoir fait de longs développements, il montre que Sarkozy était déterminé à faire la guerre, et il commença même le bombardement avant d'avoir un accord proclamé.
La guerre commença donc en mars 2011 et l'OTAN n'avait toujours pas de justification officielle pour s'engager. Et une campagne criminelle internationale de criminalisation contre Kadhafi a été lancée et la Cour criminelle internationale s'y met là pour empêcher l'intervention de l'Union africaine. Dans le même temps, il insiste, sans pour le regretter, le refus de la médiation par l'Union africaine et qui révèle évidemment que l'objectif de l'OTAN était clairement d'exécuter Kadhafi. Il a rappelé tout à l'heure l'une des citations de Sarkozy qui insistait sur la nécessité d'anéantir l'influence de Kadhafi en Afrique. Il y a donc là un certain nombre d'éléments sur lesquels il insiste et le refus de la médiation de l'Union africaine et l'exécution de Kadhafi qui s'en est suivie a entraîné une humiliation publique de Kadhafi et au travers de Kadhafi, la figure de leader africain. Mais il mentionne que l'OTAN a vite pris ses distances et minimisé son implication dans le processus. Alors que la communauté internationale a condamné les actions de l'OTAN et les médias internationaux furent également largement surpris de voir les Africains s'engager à dénoncer justement ce coup de force. Et beaucoup de monde ont condamné la mort de Kadhafi et surtout le manque de considération que cela entraînait, notamment la sodomisation et toutes les pratiques d'humiliation qui visaient à faire peur aux leaders africains. Mais son analyse est divisée parce qu'il insiste sur le contexte libyen en insistant sur le fait que l'intervention de l'OTAN en Libye est arrivée à un moment où plusieurs crises économiques, sociales et politiques appelaient d'autres modes de management, de gestion et de gouvernance. Kadhafi a en effet essayé d'implémenter une économie à terme redistributive et les citoyens bénéficiaient de beaucoup d'avantages sociaux. Cependant, les Libyens avaient toujours les yeux rivés sur les milliards que le pétrole et le gaz du pays généraient. Aussi, les citoyens décriaient largement l'accaparement des richesses par la famille Kadhafi. Dans le même temps, un groupe de Libyens influencés par le printemps arabe ayant des affinités idéologiques avec les pays du Nord a été largement instrumentalisé. De l'autre côté, et c'est ça qui est le plus fondamental, les pays du Nord estimaient que la présence croissante de la Russie, du Brésil et de la Chine en Libye et les nouveaux accords entre ces pays et Kadhafi étaient une menace sur ce qu'ils appellent l'ordre mondial. Voilà comment il décrit brièvement la situation de crise et la mort, j'allais dire l'assassinat de Kadhafi a entraîné plusieurs conséquences, dont deux au moins méritent d'être rappelées. D'abord, le démantèlement de la Libye et le partage de l'accès aux ressources pétrolières, gazières et autres ressources naturelles par les puissances occidentales. Deuxième conséquence, le terrorisme sur le chemin vers la Libye, notamment dans la partie du Sahel, dans le nord du Mali, où certains acteurs considèrent que Sarkozy avait envisagé la soudanisation du nord du Mali, comme pour accaparer les ressources importantes qui s'y trouvent. Il tire plusieurs leçons, comme il l'a dit tout à l'heure fort brillamment, de cette situation. Mais la leçon majeure, dit-il, c'est le nationalisme des ressources et l'émergence de l'Union africaine, de l'unité africaine.
En effet, la Libye, selon professeur Horace, avait pris part à des ressources pour réaliser 3 rêves. 3 rêves de 3 institutions majeures panafricaines. D'abord le Fonds monétaire africain, ensuite la Banque d'investissement africaine et enfin la Banque centrale africaine. La découverte de ressources naturelles en Libye rendait possible le rêve d'une Union africaine harmonisant les productions d'énergie avec une union monétaire et une monnaie africaine. Le Fonds souverain libyen a fait d'importants investissements dans plusieurs projets de développement, mais en disant projet de développement, je ne rends pas compte de sa vision. Il parle, lui, de transformation et non de développement dans la majorité des pays africains, et Kadhafi a investi des sommes importantes dans des accords de partenariat avec des universités pour promouvoir les études sur la Libye et des études sur le panafricanisme. Quelles sont les leçons à tirer? La leçon majeure, c'est, selon le professeur Horace, que l'unité est une urgence pour l'Afrique, que les pays du Nord ne peuvent pas continuer à piller les ressources du continent, à s'ingérer dans les affaires politiques. Ndongo Sambasila, qui est intervenu tout à l'heure, a fait une démonstration récente que si on fait les projections démographiques pour les prochaines années, notamment jusqu'aux années 2050, les pays occidentaux vont se retrouver avec 5% de la population mondiale. Et sa question était de savoir, est-ce que ceux qui réunissent 5% seulement de la population mondiale doivent pouvoir continuer à influencer la vision du développement du monde, du reste du monde. Et c'est dans cette optique que le professeur Campbell insiste sur le fait que le Fonds souverain qui a fait ces investissements importants œuvrait à lutter contre le néo-impérialisme. Et il faut, dit-il, que les pays africains s'unissent et prennent conscience de leur pouvoir, car s'ils constituent un bloc, les pays occidentaux ne pourront jamais faire le poids. Je voudrais terminer cette discussion en citant un passage du livre de professeur Campbell à la page 266. Il écrit ce qui suit. L'intervention en Libye a été faite pour taire la voix de l'anti-impérialisme. Cependant, cette intervention a eu l'effet contraire. En effet, il y a une prise de conscience et il est maintenant clair que la liberté et l'unité africaine doivent être engagées encore avec plus de clarté. Fin de citation. Il met donc l'accent sur la souveraineté africaine, l'unité africaine, et les récipiendaires ont pu voir sa démonstration que dans la perspective de l'avenir, l'Afrique est le continent de l'avenir. Et il montre que déjà dès 2033, l'Afrique va être la première puissance économique mondiale, dès 2033. Et ceci jusqu'en 2063. Et je voudrais évidemment terminer en lui posant une question sur cette question de souveraineté africaine et avoir sa lecture des ressorts unificateurs de l'Afrique. Et comment expliquer que les leaders radicaux tombent toujours sous les balles, évidemment, de ceux qui les assassinent, et comment expliquer le fait que les populations africaines, d'après de nombreuses enquêtes, sont plus pour des leaders modérés que des leaders radicaux. Merci. Merci beaucoup, professeur Sao. Fall. Sorry. Fall.
We are going to open the floor for questions. Please, whoever has got a question should go straight to the point. We are running out of time. The floor is open. Your Excellency, the Ambassador of the Republic of Zimbabwe. Thank you very much to all of you, and particularly Professor Campbell for a very brilliant expose. Mine is not so much a question, really, but a concern. As we sit here and we have been listening to what happened in Libya, and we've talked about the unity that's required by all of Africa to counter the Western forces. In Brazzaville, there is a conference being organized by the African Union of, I think it's 6 countries who are represented, including South Africa, Congo, Brazzaville, I think it's Mauritania, I don't know which other. And I'm concerned that there is a complete disconnect between what intellectuals are saying and recommending here and what is happening in Brazzaville on the very issue of Libya and, by extension, all that we've been talking about. How can we close that gap? Thank you. Thank you very much. I believe Professor Campbell got a question. Yeah. Any other questions? Yes, please. Ambassador of Ethiopia. Thank you. I've got only one question or concern as well. That is regarding the AU's role during the Libyan conflict or crusade. It's been recorded, or we've seen that AU's role or AU's concern when NATO intervened in Libya was one of disagreement with the UN, and it has been also the case of a rift of relations with the UN, and then it has been seen as such. So how do you see, because I've seen that you have kind of highlighted the role of African intellectuals, but AU has voiced its opposition to the intervention in Libya, and then the UN as well as the AU are trying to mend their differences on Libya. How do you see this? More questions, please. Yes, there's one here. S'il vous plaît, vous avez le micro? Oui, bonjour. Merci beaucoup. Je m'appelle Moustapha Sey, je suis chercheur en l'ARTES. Je remercie le professeur Horace pour son exposé. Et j'aimerais peut-être poser une question qui est relative à la situation en Libye. On sait que en tant qu'Africain, la guerre a été perdue, je veux dire, du point de vue de l'engagement des Africains, parce qu'il y avait une désinformation. Tout le monde était convaincu que Kadhafi voulait coûte que coûte massacrer son peuple. Alors, pour que l'anti-impérialisme prospère en Afrique, pensez-vous que il faut une maîtrise de l'information des médias? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut impérativement une maîtrise de l'information des médias pour que l'anti-impérialisme prospère en Afrique? Voilà, je vous remercie. Thank you. I think I'll also try to ask a question, because this is something I have always been thinking about, and I'm so happy that it came out clearly today, that we have the West, which has created this good image for themselves. And Africans also seem to fall for it. And this vicious cycle
of them intervening in so many parts of the world, starting with Iraq, Afghanistan, and now Libya, and then Syria. And we seem just to say, okay, Iraq is over now, now we go to Libya, and then Libya is over now, we are now with Syria, who is next? How do we break this perception which seems to be accepted now as a norm? Thank you. Thank you very much, Excellence. This question was asked when the first summit of the African Union was held after Gaddafi. A very senior president asked, who next? What are we doing? Yes, one of the laureates has got a question, please. Thank you. My name is Asanda. Professor, you read out the points from the resolution that granted NATO permission to go into Libya. And one of the points that you read out says that they must do whatever is necessary to protect the people of Libya. And then our government then said that they didn't understand what the resolution meant, or they didn't understand that, or they didn't anticipate or think that it would mean that the NATO would do what they did in Libya. Doesn't that one point, doesn't it raise questions? Why didn't they interrogate what it meant? Thank you. Okay, let's take we can take another question if there's any other questions too. There's one at the back there, please. Right at the back. No, it was for water. Well, it seems that we can allow Professor Campbell to respond, to react to the questions which have been raised. I want to start with the last question about the knowledge of the African leaders and what happened in Libya. There's no statute of limitation on this. What I'm arguing in the book, and I've argued in every public forum, that it's not too late because they're using the same justification for going into Somalia. And it is in having forums and fora such as these where we can bring out to the African population, because many Africans are told that Libya is not an African country. And in fact, they carried out real human rights violation against Africans in Tawerga, where there are 30,000 black-skinned Africans live in Libya. Some say it's not too late for Africans in their televisions, their radios, in their mosques, in their churches, to raise what is going on in Tawerga. So I am saying there is no statute of limitation as far as that is concerned. That even today in South Africa, that the South African students in the university, South African diplomats, South African intellectuals need to ask, okay, South Africa abstained when this resolution was made. So why is it South Africa is not in the forefront in the African Union
of putting this before BRICS, the non-aligned movement,